Alors, des royalistes dans la résistance, voilà un sujet facile. Facile comme tout. Parce qu'après tout, il n'y a rien à traiter. Des royalistes qui se sont opposés à l'occupation allemande, il n'y en a pas. Il y en a très peu. Tout le monde le sait bien que pendant la Deuxième Guerre mondiale, la droite a collaboré et que la gauche seule a été résistante. C'est évident. Ouais, mais enfin, des royalistes dans la résistance, c'est quand même le titre d'un livre de François-Marie Fleutot, qui a été publié en l'an 2000. Il a quand même 514 pages. Alors, il avait quand même des choses à écrire, ce monsieur Fleutot. Donc, peut-être que les royalistes ont été finalement assez nombreux dans la résistance. On va voir ça plus précisément. Parce que, quand même, la question est importante. Bon, la Deuxième Guerre mondiale, elle est terminée depuis pratiquement 80 ans. Mais elle sert toujours de référence dans la vie politique ou culturelle d'aujourd'hui. Fascistes, nazis, collaborateurs, non, collabos, pétainistes, ce sont des termes souvent employés, toujours par la gauche et même l'extrême gauche, dans le but de disqualifier ses adversaires, quels que soient les adversaires. Alors quand même, donc, ça veut dire que cette Seconde Guerre mondiale, elle pèse encore dans la mentalité politique d'aujourd'hui. Alors nous allons voir quelle a été la position de l'AF vis-à-vis du nazisme avant la guerre, ce qu'a été la position de l'AF et de Charles Maurras pendant la guerre, puis nous allons faire un certain nombre d'exemples de résistants royalistes. Et il y aura une dernière partie aussi pour les rapports de ces résistants avec le royalisme après la guerre, chose dont on ne parle pas souvent. Bon, la position de l'AF, de l'Action française envers le nazisme, c'est très simple, c'est l'hostilité la plus grande. Tout ce qui est allemand, l'Action française s'en est toujours méfiée. Et après la Première Guerre mondiale, même si l'Allemagne était battue, l'Action française disait il faut faire attention, l'Allemagne peut se réveiller, peut essayer de prendre sa revanche. Et déjà, dès 1924, alors que Hitler est arrivé au pouvoir en 1933, dès 1924, Charles Maurras avait condamné, je cite, la philosophie abracadabrante de la race et du sang dont se proclamaient les nationalistes allemands. Et cette philosophie de la race et du sang, c'est la base du nazisme. En 1938, Charles Maurras écrivait « Les conflits des races humaines ne sont pas le nerf ni la clé de l'histoire. On n'explique pas l'histoire par les conflits des races, mais plutôt par les conflits des nations. » Bon, peut-être que maintenant, avec certains wokistes, la race est remise en avant et qu'on dit qu'après tout, il y a eu des conflits de race entre les Africains opprimés et les Européens dominateurs. Mais en tout cas, l'Action française, elle considère que le problème de la race n'est pas la base de l'histoire humaine. Et d'autre part, l'État nazi a toujours été critiqué par les maurassiens. Maurras écrivait en 1938, il critiquait les débordements d'un État centralisé et centralisateur qui nous inspire une horreur véritable. Le nazisme, c'est un État très centralisé, dictatorial qui s'est imposé. Et cela, c'est contraire aux idées de liberté concrète qu'ont les royalistes. Et Charles Maurras, dès le début, se méfiait de ceux qui étaient un peu trop gentils vis-à-vis de Hitler et des nazis. Dès 1934, il écrivait « L'éloge de Hitler ne correspond qu'à nous désarmer devant lui ».
il faut se méfier de Hitler, il ne faut pas croire ce qu'il dit, il ne faut pas croire qu'on aura la paix avec lui. En 1935, Maurras écrivait « Les Français doivent se rendre compte que la poignée d'écrivains mondains qui prêchent l'Hitleromanie sont pour la plupart des imbéciles. » L'Hitleromanie, c'est l'œuvre d'imbéciles, de gens qui ne savent pas ce qu'est le danger hitlérien. Et en 1938, Maurras avertissait les conservateurs et les ex-nationalistes qui rampaient au pied d'Hitler, alors qu'il ne fallait attendre de l'Allemagne qu'esclavage et ruine pour la France. Ça, ce sont des citations. Donc, se méfier de l'Allemagne toujours, se méfier de l'Allemagne hitlérienne encore plus. Et alors, il fallait se préparer à se battre. Seulement, de recul en recul, la République française a laissé l'Allemagne se fortifier. Et on en arrive à un acte important, c'est septembre 1938, les accords de Munich. Dans ces accords de Munich, eh bien, Français et Anglais acceptent que l'Allemagne divise, d'épaisse la Tchécoslovaquie. C'était ça ou la guerre. Et les Français ont été très soulagés de ne pas faire la guerre. L'Action française était d'accord avec les accords de Munich. Pas pour faire plaisir à Hitler, mais parce que la France n'était pas prête à se battre. Et donc, Maurras, tout de suite, dit oui aux accords de Munich, mais armons, armons, armons. Il faut préparer une armée forte. Il faut profiter du sursis que l'on a pour renforcer l'armée française. À propos de l'armée française, je signale que l'Action française soutenait les idées de De Gaulle, du colonel, puisqu'il n'était encore que colonel, Charles de Gaulle, sur l'emploi de l'arme blindée, sur les nouveautés stratégiques qu'il fallait adopter. C'est peut-être l'Action française, le premier journal, à avoir indiqué en France quels étaient les dangers du nazisme, à avoir soutenu De Gaulle dès le début de ses écrits et de ses enseignements militaires. Alors, 1939, septembre 1939, c'est la déclaration de guerre. Tout de suite, 2 septembre 1939, que lit-on dans l'Action française? Il n'y a qu'une seule chose, en avant, puisque nous sommes en guerre, en avant pour la victoire. Il ne fallait pas faire la guerre. À ce moment-là, on n'était pas encore vraiment bien préparé, mais puisqu'on a la guerre, il faut la faire du mieux possible. Il faut se battre. Petite citation, citation un peu longue de Maurras au sujet de l'Allemagne. Nous avons affaire à ce que l'Allemagne a de plus sauvagement barbare, c'est-à-dire une cupidité sans mesure et des ambitions que rien ne peut modérer, des visées politiques, sociales, morales dont nous avons à peine une idée. Les biens, les personnes, les libertés, les vies sont également menacés par cette horde et son système de nivellement tel que rien ne saurait en rester ni libre ni sauf. C'est-à-dire que si on est battu par l'Allemagne, on sera complètement écrasé, on n'aura plus de liberté, on n'aura plus rien. Bon. Le temps passe jusqu'au mois de mai 1940, 10 mai 1940, où l'armée allemande fait son offensive et envahit le nord de la France. C'est la défaite, qui n'étonne pas Maurras. Comme il le dit au préfet de la Vienne en juin 1940, « Que voulez-vous, monsieur le préfet ? 70 ans de démocratie, ça se paie. » Bon, mais ça ne veut pas dire que Maurras, l'adversaire résolu de la République,
soit content que la France soit battue. Il était contre la République, mais il était pour la France. Alors on a dit, ah, oui, mais c'était la divine surprise. Et ce terme de divine surprise, on l'emploie tout le temps à tort et à travers. Il y a deux expressions maurassiennes que vous trouvez toujours, c'est divine surprise et pays réel. Ça, c'est employé par tous les hommes politiques de toutes les tendances. Un peu n'importe comment. Bon, le terme de divine surprise, Maurras ne l'a pas écrit au moment de l'armistice de juin 1940, mais en février 1941. Et dans cet article, il est bien précisé, article paru dans le Petit Marseillais, journal de notre région, que la surprise heureuse, ce n'est pas la défaite, mais c'est la présence de Pétain à la tête de la France pour modérer, réduire le désastre de notre pays. Alors il faut se regrouper derrière le maréchal Pétain qui incarne l'espoir du pays. Pas de discussion. Il y a un chef, il faut le suivre. Il faut le suivre en pensant uniquement à la France. La France seule. C'est un slogan que l'Action française va diffuser, va écrire pendant toute la guerre. La France seule. Et il faut suivre la ligne de crête. Ne pas aller trop d'un côté ni trop de l'autre. La France, les bons Français ne doivent pas être dans le clan des ya, ceux qui disent oui à l'Allemagne. Ils ne doivent pas être dans le clan des yes, ceux qui se jettent à corps perdu chez les Anglais et les Américains. Il faut penser à la France. Et à la France en étant unis si possible. Ce que dit Maurras, c'est unité d'abord. Dans l'unité, tout peut revivre. Mais si nous avions le malheur de nous diviser, même avec l'illusion de faire face à l'adversaire victorieux, cette division ne profiterait jamais qu'à lui. Nous n'avons d'autre chance que dans le maintien fier et fort de l'unité nationale incarnée par le maréchal Pétain. Et finalement, cette idée-là, c'est l'idée de tous les Français en 1940. Un historien a écrit il y a quelque temps, la France, à ce moment-là, avait 40 millions de pétainistes. La France avait 40 millions d'habitants, 40 millions de pétainistes. Bon, le temps passe, la France, donc, est divisée en deux, la zone nord occupée par les Allemands, la zone sud, où le gouvernement du maréchal Pétain installé à Vichy peut gouverner. Mais en novembre 1942, les alliés anglo-américains débarquent en Afrique du Nord. L'Afrique du Nord tombe du côté allié et les Allemands envahissent le sud de la France pour que le sud de la France ne se mette pas dans le camp des anglo-américains et pour que la flotte française à Toulon n'aille pas rejoindre l'Afrique du Nord. Ils ont réussi puisque la flotte française s'est sabordée. Ils ont raté parce que la flotte, ils voulaient quand même la prendre pour eux. Et là, les bateaux étant sabordés, ils étaient inutilisables. Donc, à ce moment-là, la situation est totalement différente. Mais Maurras reste dans la même attitude de suivre le maréchal. Maréchal qui, quand même, a moins de possibilités d'action. Maurras, quand même, tient à garder l'équilibre, mais un équilibre qui est de plus en plus difficile à tenir. Difficile à faire connaître, parce qu'il faut bien penser que la censure, et surtout à partir du moment où la zone sud est occupée, le journal L'Action française était imprimé à Lyon pendant la guerre. La censure empêche de s'exprimer comme l'on veut. Alors, la censure laisse passer les attaques de Maurras contre les Anglais et contre les gaullistes, mais les attaques contre les collaborateurs sont plus difficiles à faire paraître. Et puis Maurras, quand même, s'est mépris totalement sur l'influence qu'il pouvait avoir sur Pétain. Pétain lui disait oui, 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 chaque fois que Maurras lui écrivait.
Les 3 fois où ils se sont retrouvés seul à seul, Pétain dit oui, 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 et ensuite il faisait ce qu'il voulait. Et après 1942, Pétain avait beaucoup moins de marge de manœuvre. Mais Maurras est resté dans la même ligne d'action, dans le même raisonnement intellectuel cohérent. Les Français doivent rester unis dans les malheurs qui les accablent, mais qui, de plus en plus, n'avaient plus rien à voir avec la réalité. La réalité où les souffrances étaient grandes, où la guerre était mondiale, européenne et mondiale. Et ce n'est plus simplement dans le cadre français qu'il fallait réfléchir à ce que deviendrait notre pays. Alors, des amis de Maurras avaient dit « il faut arrêter d'écrire, arrêter de publier le journal ». En novembre 1942, même certains ont dit à Maurras « il faut aller en Afrique du Nord ». Maurras est resté ferme sur ses idées. Pierre Gaxotte, notamment, avait dit « il faut arrêter d'écrire ». Et il est vrai que si Maurras avait arrêté d'écrire, il aurait été plus difficile de lui reprocher des choses après la guerre. Mais il pensait qu'il avait quand même un rôle à jouer, une influence à maintenir. Alors là, on pourra discuter de savoir en quoi il avait tort, en quoi il avait raison. Mais en tout cas, cette ligne de crête, ça n'a pas été la ligne suivie par tous les maurassiens, par tous les royalistes. Alors il y en a quelques-uns qui se sont égarés dans la collaboration, mais il y a eu donc des résistants. Alors je vais vous parler de ces résistants. Le problème, c'est que je risque de faire un long catalogue. Je vais essayer de ne pas être trop ennuyant. Je ne vais pas parler de tout le monde, de ceux qui sont les plus importants, de ceux qui sont un peu particuliers. Mais vous allez voir que des résistants royalistes, il y en a eu beaucoup. Il y en a eu de toutes sortes. Alors, les premiers résistants. Eh bien, le premier groupe de résistants qui s'organisa en France et qui prit contact avec Londres était composé de royalistes. Il fut monté en Dordogne. En Dordogne, dans le village de Flé, ou de Flex, à la fin de juin 1940, par Paul Armbruster. Excusez-moi, c'est un peu difficile, c'est un nom alsacien. Alors, Paul Armbruster est un Alsacien de Molsheim, où il avait été responsable de la section d'Action française. Il avait été conférencier et journaliste au journal L'Action française. Eh bien, donc en Dordogne, il réunit plusieurs Alsaciens réfugiés comme lui dans cette région, et certains, mais pas tous, avaient d'ailleurs entendu l'appel du général de Gaulle le 18 juin 1940. Ils décidèrent rapidement de monter un réseau de renseignement et de prendre contact avec Londres. L'un d'eux fut envoyé en Angleterre pour justement faire le contact. Celui qui fut envoyé en Angleterre, c'était un prêtre, l'abbé de Dartin. L'abbé de Dartin qui avait déjà une certaine expérience puisqu'il avait été le précepteur, le professeur du comte de Paris, de Henri, comte de Paris, le grand-père du comte de Paris actuel. Et Dartin, l'abbé Dartin, alla en Angleterre pour tisser les liens. Ensuite, il resta en Angleterre où il devint l'aumônier des forces françaises navales libres. Et ce groupe dont je viens de parler, ce fut le noyau d'un grand réseau, la confrérie Notre-Dame, qui va être constituée et étoffée par le colonel Rémy, dont je parlerai plus tard. Un autre présent à cette réunion de Flé, c'est Paul d'Angler. Paul d'Angler, encore un Alsacien, il avait été président de la section d'Action française de Thann en Alsace, et il avait été orateur d'Action française dans des réunions. Il retourna en Alsace, et lui, là, il organisa la 7e colonne,
qu'on appelle aussi le réseau martial. Mais il est encore cité dans le journal de l'Action française comme participant à une réunion royaliste le 31 décembre 1940 à Lyon. Donc il est dans la résistance, mais il a toujours des liens avec l'Action française. Et même plus que ça, puisqu'il réussit à garder un lien avec le maréchal Pétain, à rencontrer même le maréchal Pétain, qui lui dit que, vu que les Allemands n'avaient pas respecté les termes de l'armistice pour l'occupation en Alsace, eh bien, Pétain se sentait libre de faire ce qu'il voulait et d'encourager donc Paul d'Engler à agir en Alsace. Il lui donna une somme d'argent pour cela et un laissez-passer, plus exactement une carte professionnelle bidon qui permettait ainsi à d'Engler de circuler un peu partout. Alors, d'Engler fut arrêté par la police française en 1942. Eh bien, il fut immédiatement libéré sur ordre du maréchal Pétain. C'est le seul cas où on a l'exemple de l'intervention du maréchal pour un résistant, qui n'était pas officiellement résistant, mais que l'on pouvait soupçonner l'être. C'est le seul cas. En tout cas, le réseau de d'Engler, la 7e colonne, aida le général Giraud, qui était prisonnier en Allemagne, à s'évader et à rejoindre la France libre. D'Engler constitua également des formations de combat, les GMA. Il fut arrêté par les Allemands en février 1944 à Nice, et puis déporté au camp d'Eisenberg au mois d'août. Il en rentra vivant, et il vécut jusqu'en 1974. Donc, voilà un exemple particulier de résistant des premiers jours. Autre résistant des premiers jours, en Dordogne encore. Dans le château de Settefond, à Trélissac. C'est le château du duc Gabriel de Choiseul-Praslin, héritier d'une grande famille, d'une lignée qui compta 5 maréchaux. Eh bien, le duc de Choiseul-Praslin réagit très mal à la déclaration de Pétain qui, le 17 juin 1940, disait de cesser le combat. Il était fidèle à l'Action française depuis le début, il était un ami de Charles Maurras, il avait déjà un certain âge, il était né en 1870. Il écrivit immédiatement à Maurras pour protester contre la demande d'armistice, lettre commençant par « Mon cher maître ». Ils étaient en très bons termes. Il lui enverra ensuite plusieurs lettres de protestation contre Vichy et contre l'attitude de Maurras jusqu'en 1942. Et là, Choiseul-Praslin, voyant que Maurras continue la politique dont j'ai donné quelques exemples tout à l'heure, écrivit dans cette dernière lettre « Je ne veux pas que la France meure. Il faut donc la sauver de vous, qui aujourd'hui la conduisez à l'abîme définitif. » Le duc de Choiseul-Praslin communiquait aussi avec le comte de Paris, qui lui prônait directement la résistance. Et le duc dirigea le mouvement combat dans toute la Dordogne. Avec ses 3 fils, il cacha des armes, il hébergea des réfugiés, des parachutistes et participa à des opérations de sabotage. Il fut arrêté par les Allemands en mars 1944, libéré pour raison médicale, mais interné en Ardèche. Et là, il fut libéré par les résistants en juin 1944. Mais ensuite, il ne voulut jamais plus entendre parler de Maurras. Alors, l'appel du 18 juin 1940, l'appel de De Gaulle, il est très connu, mais ça n'a pas été le déclencheur pour tous les résistants. Il y a des gens qui ont décidé de résister sans avoir entendu parler de l'appel. Il y en a peu qui l'ont entendu, mais quand même beaucoup de Français ont été au courant de l'appel du 18 juin parce qu'il a été retranscrit dans les journaux de l'époque.
Moi qui ai travaillé sur la presse marseillaise, je peux vous dire que le 19 et le 20 juin, tous les journaux marseillais donnaient le texte de l'appel de Gaulle à la radio de Londres. Donc, tout le monde pouvait être au courant de cela. Bon, mais ce texte, vous savez qui l'a tapé à la machine, qui a permis son existence, qui a réussi à déchiffrer le brouillon rempli de ratures écrit par De Gaulle? C'est une secrétaire. Vous allez me dire, oui, c'est une Française qui résidait alors à Londres au titre de la mission française de guerre économique. Elle s'appelait Élisabeth de Méribel. Élisabeth de Méribel, c'était l'arrière-petite-fille du maréchal de MacMahon. Maréchal de MacMahon, qui fut le président royaliste du début de la Troisième République. Sa grand-tante, la duchesse de MacMahon, avait été la présidente de l'association des dames et jeunes filles royalistes, qui était une association d'action française. Bon, dans les premiers résistants, un autre, qui lui était à Bordeaux, un autre qui réagit immédiatement au discours de Pétain, sans attendre le discours de Gaulle. C'est Daniel Cordier. Daniel Cordier, il était né en 1920, donc en 1940 il avait juste 20 ans. Il est né à Bordeaux dans une famille de négociants aisés. Il a été influencé par son beau-père qui l'initia à l'Action française et milita à l'Action française dès ses 14 ans. Il fonda le cercle Charles Maurras de Bordeaux. Et Daniel Cordier était scandalisé par la demande d'armistice. Il s'embarqua dès le 21 juin sur un bateau avec plusieurs camarades pour aller en Algérie. Manque de chance, le bateau, avec tous les désordres qu'il y avait, le débarqua en Angleterre. Enfin, manque de chance, peut-être pas, parce que là, il rencontra les premiers Français libres, les premiers qui ont suivi De Gaulle. Grande surprise, des socialistes, des juifs, des communistes. Mais normalement, il devrait y avoir que des patriotes, que des nationalistes, que des maurassiens. D'ailleurs, Charles Maurras doit être à Londres, où il va arriver. Voilà ce que se disait Daniel Cordier lorsqu'il est arrivé à Londres. Et il va attendre longtemps l'arrivée de Maurras à Londres. Finalement, il lui enverra une lettre de rupture en décembre 1941, plus d'un an après. Plus d'un an après, c'est en tant que maurassien que Daniel Cordier était là et qu'il pensait que c'était la place de tous les maurassiens, de Maurras lui-même. Alors, étant dans la France libre, il eut une certaine préparation. Alors, il voulait se battre, mais on lui dit que c'était plutôt le renseignement qui était intéressant. Il fut parachuté en France en juillet 1942 et il rencontra Jean Moulin à Lyon le 30 juillet 1942. Et il devint son collaborateur, son secrétaire direct. Pendant plus d'un an, pendant un an, jusqu'en juin 1943, quand Jean Moulin fut arrêté, Daniel Cordier travailla constamment avec Jean Moulin, celui qui fut l'unificateur de la résistance. Bon, Jean Moulin arrêté, Daniel Cordier était identifié par les Allemands, il dut partir par l'Espagne pour rejoindre Londres en mai 1944, puis en octobre, il rejoignit la France et il servit ensuite dans les services secrets jusqu'en 1946. Donc voilà, dès les premiers temps qui ont suivi la capitulation, l'armistice de 1940, des royalistes ont agi suivant des principes qui étaient les principes de Maurras et du royalisme. La première grande manifestation d'opposition à l'occupation allemande, la première manifestation importante et visible dans la rue de l'opposition à l'Allemagne,
Ce fut le 11 novembre 1940. Le 11 novembre 1940, jour anniversaire de la victoire de 1918, bien sûr, les Allemands avaient interdit toute manifestation à Paris. Eh bien, les lycéens et étudiants voulurent montrer leur opposition aux occupants. Et la manifestation fut préparée essentiellement par la Corpo de droit. La Corpo de droit qui avait comme président André Partuzio, royaliste, et vice-président Jean Epstein Langevin, qui était adhérent aux jeunesses royalistes depuis l'âge de 13 ans. Donc, ces deux-là, avec également un autre ami, Alain Griotteret, préparèrent la manifestation du 11 novembre. 3 jours avant, les étudiants communistes décidèrent de se joindre à eux, ce qui donna plus d'ampleur au 11 novembre. Ce jour-là, des gens allaient déposer des fleurs devant la statue de Clémenceau aux Champs-Élysées, et en fin de journée, il y a eu une véritable manifestation de lycéens et d'étudiants. 155 d'entre eux furent arrêtés. Mais ce fut un événement dont on parla beaucoup. Et même dans une presse collaboratrice, il y eut des articles disant « c'était une manifestation de camelots du roi ». Parmi les organisateurs de cette manifestation, Epstein Langevin rejoignit la zone libre puis l'Afrique du Nord en 1941 et finit la guerre dans les forces françaises libres. Quant à Alain Griotteret, il rejoignit le réseau de Henri d'Acier de la Vigerie, dont je parlerai plus tard, en Algérie également. Parmi les étudiants, j'ai envie de citer quelqu'un que j'aime bien, c'est Raoul Girardet. Raoul Girardet, il était né en 1917, il était étudiant en histoire. Quand on est étudiant en histoire, on est toujours bien. Il avait été mobilisé en 1939-1940 et dès l'armistice, dès qu'il fut démobilisé, il voulut résister. À la fin de 1940, il écrit dans une feuille clandestine qu'il diffuse un peu « Nous ne serons en repos que lorsque le maréchal Pétain sera entré en vainqueur à Cologne et à Mayence. » Donc Girardet faisait partie de ces gens qui considéraient qu'on pouvait être résistant et pétainiste. Il faisait partie de ce qu'on appelait les vichisto-résistants. Et Raoul Girardet, c'était quand même un étudiant d'Action française. Il écrivait dans l'Étudiant français, le journal des étudiants royalistes. Il a écrit dans l'Étudiant français et également dans la Revue universelle jusqu'au début de 1941. Mais déjà, à ce moment-là, dès la fin de 1940, il est contacté par des réseaux et il va s'occuper de transporter des messages, de servir de boîte aux lettres, de faire passer des documents. Et cela jusqu'au début de 1944. Là, il est arrêté. Il est interné à Fresnes, puis à Compiègne, et on le met dans le train pour le déporter à Buchenwald. On est fin août 1944. Ce fut le dernier train qui partit pour les camps de concentration. Train qui s'arrêta un peu plus loin, à Péronne. À Péronne, là, le train s'arrêta. Les Allemands étaient affolés parce que l'armée américaine avançait et même bloquait les lignes de chemin de fer. Le train ne pouvait pas continuer. Alors les Allemands, qu'est-ce qu'ils firent? Ils s'en allèrent. Ils laissèrent le train et les prisonniers dedans. C'est comme ça que Girardet ne fut pas déporté. Bon, parmi les royalistes résistants, il y en a qui eurent des rôles importants dans les réseaux de renseignement. Le colonel Rémy, par exemple, qui est très connu
par ceux qui s'intéressent à la Deuxième Guerre mondiale. Colonel Rémy, dont le nom véritable c'était Gilbert Renaud. Il était né en 1904. Alors lui, il est sympathisant d'Action française. Il n'a jamais renié d'être sympathisant d'Action française, mais il n'a jamais adhéré à l'Action française. Mais il a lu le journal, il a participé à des réunions, il a participé aussi aux bagarres du 6 février 1934. Et comme il a écrit, imbu d'Action française, il ne m'était pas possible de considérer la défaite de la France comme définitive. Donc, au nom d'Action française, il fut lui aussi un des premiers à se rallier à De Gaulle. C'est lui qui va créer la confrérie Notre-Dame dont j'ai parlé tout à l'heure, qui va lui donner une ampleur. Cette confrérie Notre-Dame, qui a eu plusieurs noms, hein, mais on l'appelle comme ça de façon plus commode, c'est une confrérie, un réseau de renseignement qui, au total de la guerre, va homologuer 1544 agents. 1544 agents de renseignement dans ce réseau dirigé par le colonel Rémy. Toujours dans le domaine du renseignement, Charles Dutheil de la Rochère. Charles Dutheil de la Rochère, un beau nom, bien long. Vous avez peut-être déjà entendu ce nom, parce qu'il y a un membre de cette famille qui a été importante dans la Manif pour tous et qui joue un rôle important dans d'autres mouvements catholiques actuellement. Bon, alors Charles Dutheil de la Rochère, lui, c'est un officier né en 1870, donc il est quand même assez âgé en 1940. Il avait combattu dans les colonies, il a combattu en 14-18. Lui aussi, il entra en résistance très rapidement. Il anima le mouvement de résistance Vérité française, qui était affilié au groupe du Musée de l'Homme. Groupe du Musée de l'Homme qui fut dirigé par la communiste Germaine Tillon. Mais même avec cette communiste à la tête du réseau, Charles Dutheil de la Rochère participa au réseau. Une particularité de lui, c'est que quand même, il avait été l'ami d'enfance de Charles Maurras. Ils avaient été ensemble au Collège catholique d'Aix-en-Provence au moment de leurs études secondaires. Et ils partageaient les idées de Maurras. Alors Charles Dutheil de la Rochère fut arrêté par les Allemands en juillet 1941 et condamné à mort. Alors là, Charles Maurras se démena pour le sauver. Et il réussit à faire intervenir l'ambassadeur d'Espagne. L'Espagne était bien vue de l'Allemagne à ce moment-là. Et Charles Dutheil de la Rochère ne fut pas exécuté. Mais il resta en prison. Et en juin 1942, il fut déporté en Allemagne. Il mourut en Allemagne au bagne de Sonnenbourg en janvier 1944. Il y a des hautes personnalités de la résistance qui étaient royalistes également. Il y a Hubert de la Garde, il y a Raymond du Joncher, il y a Pierre de Bénouville. Je vais parler de ces trois-là. Hubert de la Garde, un militaire jusqu'en 1930. Ensuite, il abandonne l'armée et il devint romancier. Il commence à écrire des souvenirs de guerre, puis il fait des romans. Mais en même temps, il est journaliste à l'Action française, dans le journal l'Action française. Et qu'est-ce qu'il fait là? Eh bien, il est spécialiste des questions militaires. Et c'est lui qui fait connaître les idées de De Gaulle. C'est grâce à Hubert de la Garde qu'il y a des articles élogieux sur De Gaulle dans l'Action française et que la renommée de De Gaulle s'étend. Le dernier article d'Hubert de la Garde dans l'Action française sur De Gaulle date de fin décembre 1938, où il présente favorablement le livre de Gaulle, La France et son armée. Seulement, Hubert de la Garde n'est pas d'accord avec la position vis-à-vis de Munich, et puis finalement en 1940, il
quitte l'Action française et le rejoint la Résistance. Alors Hubert de la Garde fonda le réseau Eleuther, qui fut rattaché à Libération Nord. C'est un des grands réseaux de résistance, Libération Nord. Il y avait aussi Libération Sud. Son réseau avait 419 agents, là aussi. Donc, un réseau bien organisé. Et Hubert de la Garde eut un rôle tellement important qu'il était membre de l'état-major national des FFI, de l'état-major national des forces françaises de l'intérieur, des résistants intérieurs. Ces informations étaient nombreuses et très fiables. Et notamment, vraiment, sa performance, c'est d'avoir permis, avec ces renseignements, aux Alliés de faire un raid aérien le 4 mai 1944. Le 4 mai 1944, des avions bombardiers anglais et américains allèrent près de Paris détruire totalement la division blindée Hohenstaufen. Division blindée complètement écrasée. Ces bombardements entraînèrent la mort ou la mise hors de combat de 10 à 12 000 soldats allemands. Et 400 chars furent détruits. Cela en mai 1944, un mois avant le débarquement en Normandie. Cette division détruite, elle va manquer terriblement aux Allemands quand ils voudront répliquer au débarquement de Normandie. Hubert de la Garde, quand même, s'il a permis ce bombardement, il critiqua beaucoup les bombardements aveugles sur les grandes villes qui faisaient des milliers de morts civiles innocents. Et aussi, il protesta contre la trop grande place qui fut donnée aux communistes dans l'état-major des FFI. Finalement, il démissionna de cet état-major le 15 mai 1944. Et il fut arrêté par la Gestapo juste un mois après. C'est curieux. C'est curieux qu'après avoir démissionné, critiqué vertement les communistes, tout d'un coup, les Allemands le découvrent. En tout cas, il fut déporté à Buchenwald, puis à Dora, et il mourut à Dora en janvier 1945. Autre grand responsable de la résistance, Raymond du Jonchée, qui était né en 1900. C'est un colonel de cavalerie. Alors lui aussi, il écrivait dans les pages militaires de l'Action française. Il avait le nom de plume de Cassagne. Il écrivit jusqu'en 1938. Après l'armistice, il entra dans le deuxième bureau de l'armée française et fut chef du deuxième bureau à Oran. Puis, il devint chef régional des chantiers de jeunesse d'Auvergne. Donc, il était vichiste. Mais il démissionna des chantiers de jeunesse et devint chef régional de l'armée secrète dans le Massif central. Ce n'est qu'en octobre 1943 qu'il rompit avec Charles Maurras, en voyant un article de Maurras qui s'en prenait aux résistants, les traitant de terroristes et de communistes. Raymond du Jonchée répondit par une lettre très respectueuse d'ailleurs, pour lui démontrer que les résistants n'étaient pas des terroristes communistes. Autre grand responsable de la résistance, le général Pierre de Bénouville, qui était né en 1914, qui fut élevé au collège Saint-Paul d'Angoulême, et où il eut un très bon copain, un véritable ami, qui s'appelait François Mitterrand. Et de Bénouville et François Mitterrand furent amis toute leur vie. Quand Mitterrand était président de la République, Bénouville était le seul à avoir le droit de le tutoyer et de lui téléphoner à n'importe quel moment pour n'importe quoi. Donc des amis très étroits. Bon, alors Pierre de Bénouville, étudiant à Paris,
il milita à l'AF, et notamment à la 17e section des Camelots du Roi de Paris, qui était la section la plus dure. Il fréquenta un peu la cagoule, et il avait besoin d'action. Alors quand il y a eu la guerre civile en Espagne, il alla combattre en Espagne, bien sûr du côté nationaliste, plus exactement du côté des requetes carlistes. En 1938, il rompit avec l'Action française parce qu'il n'appréciait pas que l'on accepte les accords de Munich. Il entra dans la résistance pendant la guerre en 1941 et devint l'un des chefs des murs des mouvements unifiés de résistance. En 1944, il rejoignit l'Afrique du Nord, puis il alla combattre en Italie. Le général Pierre de Bénouville, or là je ne vous ai pas parlé de son titre, de son grade, parce qu'il fut nommé général de brigade par De Gaulle, alors qu'il n'était pas militaire, qu'il était résistant. De Gaulle, pendant la guerre, a nommé plusieurs généraux. Il a distribué des grades. Mais il n'a donné que 4 généraux de brigade FFI, c'est-à-dire 4 généraux dans les résistants de l'intérieur. Les autres grades, c'était pour l'armée d'Afrique. Eh bien, Pierre de Bénouville fut un de ces 4 généraux de brigade nommés par De Gaulle. Donc, tout ça pour vous dire l'importance de ces personnages. Bon, bien sûr, il y a eu des royalistes qui ont combattu dans les maquis. Alors, je ne vous donne pas les noms. Simplement, Jacques Perret. Jacques Perret, un aventurier, il a fait toutes sortes de voyages, il a été journaliste, il a été romancier. Un de ses livres, Ernest le Rebelle, une adaptation cinématographique avant-guerre avec Fernandel en vedette. Bon, Jacques Perret fut fait prisonnier en 1940, il était dans l'armée française. Il s'évada au bout de plusieurs tentatives, il s'évada en 1942 et il rejoignit les maquis de l'Ain près de Bourg-en-Bresse. Et là, il combattit avec le Sacré-Cœur accroché sur la poitrine, pour bien montrer qu'il était royaliste. Cette vie, elle est racontée dans 2 de ses romans assez célèbres, du moins à l'époque, Le Caporal épinglé et Bande à part. Bon, c'est pas trop long cette liste, hein, parce que je vous dis, ça fait catalogue. Je vous ferai remarquer une petite chose, je ne vous dis pas ce que deviennent ces gens-là après la guerre. Ce sera l'objet de la dernière partie. Bon, les résistants royalistes à Alger, en Afrique du Nord, là où, pendant toute la guerre, même quand il y eut l'armistice de 1940, la France conservait une armée. L'Allemagne avait accepté qu'il y ait une armée en Afrique du Nord. Eh bien, à Alger, on va parler de 2 personnages, Gaudy et Dastier d'Avigerie. Georges Gaudy. Georges Gaudy, ancien combattant de 14-18, il avait été 2 fois blessé, plusieurs fois cité pendant la Première Guerre mondiale. Il est ensuite devenu écrivain. Il fit des mémoires de guerre, puis des romans, un peu comme ce que j'ai dit tout à l'heure. Et Georges Gaudy fonda une section d'Action française à Saint-Junien, dans le Limousin, là où il habitait. Mais il rencontra Charles Maurras et il devint alors orateur national du mouvement d'Action française. À partir de 1928, il fut un rédacteur régulier du quotidien L'Action française. En 1931, il fut président de l'association Marius Plateau, l'association des anciens combattants d'Action française. Dans un article de 1935, Hitler était au pouvoir depuis 1933. Il décrivit ce que peu de journaux faisaient, il décrivit les tortures qui étaient infligées par les SS aux prisonniers dans les camps de concentration. Camps de concentration qui commençaient à peine. Hein. Et ce n'est pas encore l'énorme usine de mort que l'on a eue après. Mais il mit l'accent sur le fait que
il y avait une barbarie qui avait lieu dans les camps de détention, des camps de concentration. Georges Gaudy également donna un compte-rendu du congrès du parti nazi à Nuremberg et il décrivit le magnétisme dangereux qui était exercé par Hitler sur son peuple. Gaudy disait que le peuple était complètement envoûté par Hitler et que Hitler pouvait lui faire n'importe quoi. Bon, Gaudy fut rappelé par l'armée française en 1939, il se battit, il eut même une nouvelle citation en juin 1940. L'armistice signé, qu'est-ce qu'il va faire? Bien, il va à Lyon, là où se trouvent les chefs d'Action française, et Maurice Pugeot lui conseille d'aller rejoindre l'armée en Afrique du Nord. C'est ce qu'il fit, et ensuite Gaudy participa à la campagne d'Italie, où il eut d'ailleurs une nouvelle citation, puis à la campagne de France et à la Libération. À Alger, il y avait aussi Henri d'Astier d'Avigerie. Alors d'Astier d'Avigerie, c'est une grande famille française. Il y a eu plusieurs d'Astier d'Avigerie qui participèrent à la résistance. C'est une famille royaliste et abonnée à l'Action française depuis longtemps. Alors Henri était un lieutenant de réserve qui fut mobilisé en 1939 et qui, dès l'armistice, décida d'entrer dans la résistance. Il fonda le réseau Orion en France, puis il trouva plus judicieux d'aller rejoindre l'Afrique du Nord. Là, il constitua aussi un vaste réseau de résistance et de renseignement, et il eut des contacts suivis avec les Américains. Et il fit partie du groupe de résistants qui étaient en Afrique du Nord, qui préparèrent le débarquement anglo-américain en Afrique du Nord en novembre 1942. Henri d'Astier d'Avigerie participa ensuite à un complot qui visait à faire appeler le comte de Paris au pouvoir à Alger dans les mois de décembre 1942 et janvier 1943. Un complot assez compliqué, mais qui ne réussit pas. Mais le comte de Paris était alors arrivé en Algérie et, avec d'Astier, avait essayé de voir comment prendre le pouvoir. Mais les divisions étaient trop grandes et l'opposition des Américains trop forte. Bon, allez, encore une partie, les officiers supérieurs, les officiers très connus. Delattre de Tassigny, Leclerc, de Montsabert. Jean Delattre de Tassigny, né en 1889 à Mouilleron en Paré, en Vendée. Village important, village célèbre. C'est là que Georges Clemenceau était né. Ce même village, il a deux gloires, Clemenceau et Delattre de Tassigny. Alors la famille Delattre de Tassigny, eh bien, les grands-parents maternels de Delattre étaient passionnément royalistes et catholiques. Delattre de Tassigny alla faire ses études au collège de Poitiers, et là, il fut ami avec Maxime Réal d'Elsart, qui fut ensuite chef des Camelots du Roi. Bon, Delattre de Tassigny fit toute sa carrière comme militaire, au Maroc surtout. En 1940, il était le plus jeune général de l'armée française. En 1942, quand l'invasion allemande eut lieu pour la zone sud, il voulut résister, il fut arrêté. Il s'évada un an plus tard pour rejoindre la France libre, en Afrique du Nord. Il commanda la première armée française, il débarqua en Provence après avoir fait la campagne d'Italie et poursuivit jusqu'en Allemagne. C'est lui qui a signé au nom de la France la capitulation allemande du 8 mai 1945. Et puis il fut nommé maréchal de France à titre posthume après sa mort en 1952. Philippe de Hautecloque, dit le général Leclerc. Lui aussi c'est un militaire de carrière, d'une famille royaliste traditionnaliste. En mai 1940, lors de l'invasion allemande, il fut prisonnier des Allemands, il s'évada, il fut repris par les Allemands, il s'évada de nouveau. Et il rejoignit De Gaulle à Londres.
Puis, à la demande de Gaulle, il rallia des colonies françaises d'Afrique centrale à la France libre. Il combattit les Italiens en Libye, puis il combattit en Tunisie, et puis enfin débarqua en Normandie. Son titre de gloire, c'est d'avoir libéré Paris, puis Strasbourg. Il était d'une famille noble et d'action française. Un de ses biographes écrit « Lui-même lit l'Action française sans adhérer à l'ensemble de la doctrine, appréciant surtout l'exaltation des vertus de la France monarchique contenue dans ce journal, et le fait qu'il fonde sa politique sur cette notion « le présent vient du passé ». Mais il rompt avec l'Action française en 1940, jugeant que le mouvement trahit ses idées. Général Joseph de Goualard de Montsabert, lui aussi général militaire de carrière et vieille famille noble. Il fit ses études dans un lycée privé à Vannes qui était imprégné d'Ancien Régime. On criait éperdument « Vive le roi » devant la statue du comte de Chambord dans ce lycée. Alors dit un de ses parents, on ne peut pas parler chez lui de royalisme, cet isme impliquant une opinion, une doctrine. Le roi fait intrinsèquement partie de la personnalité du général, au point qu'il ne lui vient même pas à l'idée de l'évoquer. Et une fois, de Montsabert écrira « Cette République n'a jamais vaincu que grâce au dévouement de tous ceux, comme moi, qui ne croient pas en elle. » Qui ne croient pas en elle. Bon, il fit presque toute sa carrière en Afrique du Nord. Il a fait un livre en relisant Bugeaud et Lyautey, qui reçut une critique très favorable dans l'AF. Bon, il se rallia au débarquement allié en Afrique du Nord, il soutint Giraud, il libéra Tunis, puis il dirigea la 3e division d'infanterie algérienne en Italie, où il libéra Sienne, et puis il participa au débarquement en Provence. Ce sont les troupes de Montsabert qui libérèrent Toulon et qui libérèrent Marseille. Bon, à propos, si on passait un peu à la Provence, à d'autres régions. Allez, j'ai pris 3 exemples de résistants provençaux. Jean-Baptiste Biaggi. Jean-Baptiste Biaggi, il faisait partie d'une famille corse qui s'était installée à Porto Rico, qui avait fait fortune à Porto Rico, et puis qui revint en France, s'installer à Marseille. Pendant les vacances, dans son village natal, dans son village d'origine de Cagnano, au Cap Corse, Jean-Baptiste Biaggi fut converti au royalisme par un de ses voisins qui était abonné à l'Action française. Alors, Jean-Baptiste fit des études secondaires au lycée Lacordaire de Marseille, puis il poursuivit ses études supérieures à Paris, et là, il se lia d'amitié avec Jacques Maurras. Jacques, le neveu, fils adoptif de Charles Maurras. Il devint même secrétaire des étudiants royalistes de la faculté de droit. En 1938, il s'engagea dans l'armée, il fut blessé en mai 1940, à tel point qu'il fut laissé pour mort, qu'on crut qu'il était mort, et qu'il obtint la Légion d'honneur à titre posthume. Mais il était vivant. On le retrouva. Donc c'est peut-être le seul vivant à avoir la Légion d'honneur à titre posthume. À Marseille, pendant sa convalescence, il rencontra Alain Griotteret, qui lui demanda d'organiser des passages de renseignements vers l'Afrique du Nord. Biaggi dirigea ensuite un réseau Orion, chargé des évasions de Français vers l'Espagne, pour aller ensuite en Afrique du Nord ou en Angleterre. Il fut arrêté, torturé par les Gestapo et envoyé en déportation vers l'Allemagne en mars 1944. Mais lui aussi, comme Girardet, il n'arriva pas au camp de concentration parce qu'il réussit à s'évader du train qui le transportait dans le camp de concentration. Bon, si vous voulez, je vous raconterai comment, mais en fait. Et ensuite, il participa à la libération de Paris et à la campagne d'Allemagne. Bon, à un autre niveau, un Marseillais, Jean Roussel. Jean Roussel, il était né en 1923, pupille de la nation car son père était mort des suites de la guerre.
Il était royaliste et membre de l'Action française depuis son plus jeune âge, Jean Roussel. Il refusa de partir au travail obligatoire en Allemagne, il fut réfractaire au STO, il entra dans la résistance, il échappa à la police française, finalement il fut arrêté par les Gestapo et transféré à l'évêché. L'évêché, c'est le centre de la police à Marseille. Il devait être envoyé en Allemagne. Il réussit à s'évader. Et il participa ensuite à la libération de Marseille. Dernier provençal, Marcel Julian. Marcel Julian, lui, est originaire de Château-Renard. Château-Renard, un de ces villages qui font partie de la Vendée provençale, dans le nord des Bouches-du-Rhône, avec Graveson, avec Rognonin, etc. Donc d'une famille traditionnellement royaliste. Marcel Julian fut pilote d'aviation pendant les guerres en 1939-1940. Après l'armistice, il rejoignit rapidement le BCRA, c'est-à-dire les réseaux de renseignement des services secrets de la résistance. Il fit de nombreuses missions, et puis lors d'une de ces missions dans l'est de la France, il fut arrêté par les Allemands. Inculpé d'espionnage, il fut condamné à mort par un tribunal allemand qui siégeait à Luxembourg. Condamné à mort, tout simplement à la décapitation à la hache. Mais il fut sauvé par la libération. Il raconte que dans sa cellule, en attendant son éventuelle exécution, il récitait des vers de Rimbaud et d'Aragon à ses compagnons de cellule. Bon, mais quand même, il y eut de vrais martyrs royalistes de la résistance. Raymond Toublan, Jacques Renouvin, Honoré d'Essendorf. Raymond Toublan. À Angers, le chef des royalistes s'appelait Jacques Bordier. Et dès le début de l'occupation, il emmena son groupe dans la résistance. Groupe qui fut contacté par des groupes plus importants, et ces jeunes royalistes s'engagèrent dans ces réseaux de résistance, et notamment Raymond Toublan, qui avait 20 ans, qui s'occupait du renseignement, qui rassemblait des informations, il préparait des refuges pour les parachutages, il organisait des caches pour préparer un maquis. Mais en mars 1943, Jacques Bordier est arrêté et Raymond Toublan arrêté également. Raymond Toublan est mis au secret dans la prison d'Angers, où on enfermait les résistants. Il est torturé. Chaque semaine, sa mère lui apportait du linge propre et repartait avec le linge ensanglanté de son fils. En s'entendant dire par le gardien SS, « Mais votre fils, madame, il est très courageux, madame, très courageux. » Bon, Raymond ne parla pas et il fut transféré dans un camp de concentration. Il alla à Bergen-Belsen, puis Neuengamme, où il mourut d'épuisement et de dysenterie le 27 mars 1945. Jacques Renouvin. Jacques Renouvin, né en 1905, c'était un chef des Camelots du Roi à Paris. Il a participé aux événements du 6 février 1934. Il devint avocat, et alors qu'il était avocat stagiaire, il n'hésitait pas à gifler un homme politique, Pierre-Étienne Flandin, qui avait félicité Hitler pour les accords de Munich. Jacques Renouvin participa au combat de juin 1940, il fut blessé, arrêté par les Allemands, il s'évada et rejoignit la zone libre. Il organisa un groupe qui forma les premiers groupes francs de la résistance, c'est-à-dire les premiers groupes d'action directe de la résistance, les premiers groupes armés de la résistance. Il devint même le chef national de ces groupes francs, sous la direction immédiate de Jean Moulin. Il y avait Jean Moulin et Jacques Renouvin pour ces groupes francs.
Il fut arrêté à Brive en janvier 1943 et il mourut au camp de Mauthausen en janvier 1944. Alors il est assez célèbre. Il fut nommé compagnon de la Libération à titre posthume. Il y a un timbre qui a été fait à son effigie. Il y a quelques années, on a inauguré une place Renouvin à Paris. Et puis il y a Honoré d'Essendorf, le comte Honoré d'Essendorf, qui est né en 1901 à Verrières-le-Buisson dans l'Essonne. C'est loin de la Provence. Mais il était d'une vieille famille provençale et royaliste qui descendait d'un chef vendéen, Charles d'Antichamp. Alors, beaucoup le croient niçois. Bon, en fait, il fit dans sa jeunesse des séjours dans la propriété de Lagoubran, à la Seine, et son grand-père Alexandre était né à Rognes. Mais il avait bien son oncle, le vicomte Augustin, qui vivait à Nice et qui avait été désigné par le duc de Guise comme le président des comités royalistes des Alpes-Maritimes. Alors, Honoré, sorti de Polytechnique, s'engagea dans la marine nationale. En 1940, il se trouvait avec la flotte française à Alexandrie en Égypte, lorsqu'il y eut l'armistice. Il refusa l'armistice, il voulut s'en aller combattre. Il était lieutenant de vaisseau. Bon, après toute une série de péripéties, il rejoignit De Gaulle à Londres en septembre 1940. Il fut affecté au service de renseignement sous la direction de l'amiral Muselier. L'amiral Muselier qui dirigeait les forces navales libres et qui est le grand-père de l'actuel président de région. Mais Dessendorf voulait monter un réseau en France même. Il fut envoyé en décembre 1940 en Bretagne. Il constitua des réseaux de renseignement en Bretagne et dans la région parisienne, mais il a été trahi par un membre de son réseau. Il fut arrêté par les Allemands à Nantes le 22 janvier 1941. Il fut condamné à mort le 23 mai et il fut fusillé au Mont Valérien le 29 août 1941. Pendant sa détention, il rédigea des cahiers, de nombreuses lettres à sa famille dans laquelle transparaissaient sa foi et ses sentiments religieux. Et le nom de Dessendorf est un nom qui maintenant a été donné à de nombreux endroits. Donc voilà une longue liste de résistants. Excusez-moi, j'ai été long, plus que ce que je pensais. Bon. Mais des gens peuvent dire, bof, ouais, d'accord, il y a eu des royalistes en résistance. Mais enfin, certains de ces royalistes, ils avaient rompu avec l'Action française avant 1940. Et puis, ils ont rompu avec l'Action française, ils n'étaient plus royalistes après la guerre. Alors, il y a eu des résistants, mais des résistants qui ont vécu après la guerre, non, il n'y en avait pas. C'est pas la peine de dire qu'il y a des résistants royalistes. Bon, il faudrait peut-être voir ça un peu plus près. Bon, c'est vrai, il y a des royalistes résistants qui ont rompu avec l'Action française. Daniel Cordier, par exemple, celui qui fut le secrétaire de Jean Moulin, qui attendait Maurras à Londres. Il finit la guerre en se situant très à gauche. Bon, ensuite, il ne fait plus de politique, il dirigea une galerie d'art contemporain qui fut renommée à Paris, il fit d'ailleurs de nombreux dons au Centre Pompidou. Pour l'anecdote, il adopta un jeune homme qui fut célèbre comme chanteur, c'est Hervé Villard, qui se fit connaître en 1965 par Caprice et Fini. Mais en 1973, Daniel Cordier frémit, hurla, quand il apprit qu'Henri Freinet, un des chefs de la résistance, critiquait Jean Moulin d'avoir été crypto-communiste. Et alors, à partir de ce moment-là, Cordier écrivit de nombreux livres pour défendre Moulin, pour défendre la résistance et pour parler de lui. Dans ces livres, Cordier ne cache absolument rien de son passé maurassien. Il n'en a pas honte, mais il dit que c'est fini,
qui n'a plus rien à voir avec ça. Il est mort en 2020, c'était l'avant-dernier des Compagnons de la Libération vivants. Le général Leclerc, je vous ai dit qu'il lisait l'Action française. Eh bien, après-guerre, il fit détruire les exemplaires de l'Action française qui étaient conservés dans son château familial. Et il n'évoqua plus Charles Maurras que pour trouver sa philosophie complètement détestable. Le duc de Choiseul-Praslin, lui, il ne voulut plus jamais avoir de relation quelconque avec le mouvement royaliste. Bon, mais voyons un peu les autres. Les anciens étudiants, ceux qui organisèrent la manifestation du 11 novembre 1940, eh bien, ils renouèrent, aussi bien Epstein Langevin que Pertusio, ils renouèrent avec le mouvement royaliste dans les années 70, et Pertusio, qui est mort en 2019, présida régulièrement la commémoration du 11 novembre par l'Action française, chaque année. Raoul Girardet, autre étudiant de l'époque, après la guerre, il écrivit dans La Nation française le journal royaliste de Pierre Boutan. Il quitta Pierre Boutan pour défendre l'Algérie française et il entra à l'OAS. Il fit même un peu de prison. Girardet n'a plus jamais participé à des réunions d'Action française, mais il garda ses amitiés d'autrefois. Les amitiés royalistes qu'il avait eues en tant qu'étudiant, il les garda. Philippe Ariès, l'écrivain Jacques Laurent, etc., il les garda jusqu'à sa mort. Bon, professeur de Sciences Po, il était spécialisé dans la société militaire, dans l'idée coloniale, dans le nationalisme français. Le colonel Rémy, dès 1949, il demanda que Charles Maurras fût libéré. Charles Maurras qui avait été condamné à la prison. Et à partir de ce moment, il développa l'idée des deux arcs, ou si vous voulez, l'idée du bouclier de l'épée. Il disait que pour défendre la France, finalement, il y avait un accord de fait entre Pétain, qui était le bouclier qui voulait défendre la France, et De Gaulle, qui était l'épée qui voulait arriver à la victoire. Et il participa, le colonel Rémy, à de nombreuses réunions d'Action française sur ce thème. Il fut également président d'un colloque Charles Maurras en 1972, un colloque qui se tenait à Aix-en-Provence. Le général Pierre de Bénouville, il fut député gaulliste, il fit beaucoup de politique. Mais surtout, de Bénouville fut le bras droit de Serge Dassault. Serge Dassault, ce sont les avions Dassault. C'est pratiquement toute l'aviation militaire française depuis la Seconde Guerre mondiale. Eh bien, Bénouville était le bras droit de Dassault. Et Dassault avait un journal, l'hebdomadaire Jour de France, qui est un peu l'équivalent de Paris Match, mais un peu plus digne. Bénouville ne participa jamais à une réunion d'Action française. Mais dans l'hebdomadaire Aspect de la France, le journal royaliste, il y eut souvent des placards publicitaires pour Jour de France. Beaucoup de placards publicitaires dans les années 60 et 70 qui voulaient dire donc qu'il y avait de l'argent qui venait de Jour de France et donc de son directeur pour le mouvement royaliste. Jacques Perret, le maquisard vendéen, enfin, au Sacré-Cœur vendéen, bien lui, il écrivit souvent d'Aspect de la France contre De Gaulle et pour l'Algérie française. À tel point que la médaille militaire lui fut même enlevée parce qu'il avait trop critiqué De Gaulle. Et Jacques Perret assista à de nombreuses réunions d'Action française. Georges Gaudy, qui fut militaire pendant toute la guerre, il quitta l'armée en 1950, et dès qu'il quitta l'armée, il écrivit dans Aspect de la France, et il devint même rédacteur en chef d'Aspect de la France, de 1955 à 1959. Et puis il fut membre du comité directeur de l'Action française, président de l'association Marius Plateau. Il mourut en 1987. Jean Roussel, le Marseillais dont j'ai parlé, il fit partie de l'OAS.
fut responsable et candidat giscardien à Marseille pour des élections, puis il rejoignit le Front National. Il fut le premier conseiller général Front National de France en 1983 et il fut député Front National en 1986. Il participa à de très nombreuses réunions d'Action française à Marseille et au rassemblement royaliste des Baux. Et il fit souvent des dons à l'Action française. Son fils Hubert, que j'ai eu comme élève, milita comme lycéen et étudiant d'Action française. Ah, Jean-Baptiste Biaggi. Eh bien, lui, il s'engagea dans les mouvements gaullistes et Algérie française, aux côtés d'Alexandre Sanguinetti et de Pascal Arrigui. Oui, il y avait des Corses. Bon, il fut élu, Biaggi, député de Paris sous l'étiquette gaulliste, mais il quitta le gaullisme par opposition à la politique algérienne de De Gaulle. Il fut ensuite proche de Le Pen. Il décéda en 2009. Mais en 2002, il avait déclaré dans une revue historique « Je le dis très franchement et même fièrement, j'ai toujours été maurassien, je suis toujours resté, et à mon âge, je crois pouvoir vous dire que je le resterai toujours. » Donc, il n'a absolument rien renié de son passé maurassien. Bon, Raymond Toublan, il est mort, je vous ai dit. Mais son frère Jean Toublan, lui, milita à l'Action française, à Angers, à Marseille, où il dirigea les cercles d'études, puis à Paris, où il devint secrétaire national des étudiants de la Restauration nationale. Et Jean Toublan fut même interné pour son soutien à l'Algérie française quelque temps. Il fut membre du comité directeur de l'Action française, et puis il fut un des fondateurs de la Nouvelle Action française qui se sépara de la Restauration nationale en 1971. Et Jacques Renouvin, eh bien, il eut un fils, Bertrand Renouvin, qui est né en prison, à la prison de la Santé, le 15 juin 1943, alors que son père était interné et allait être déporté. Bertrand Renouvin, donc né en prison, eh bien, il fut militant royaliste dès sa plus jeune enfance. Bertrand Renouvin eut de nombreuses fonctions, il fut membre du comité directeur. Lui aussi, avec Toublan, fut un des fondateurs de la Nouvelle Action française en 1971. Et il fut même candidat à l'élection présidentielle en 1974. Bon, 0,14% des voix. Mais enfin, il y avait un candidat royaliste cette année-là. Il écrit toujours régulièrement dans le journal de la Nouvelle Action royaliste, royaliste. Mais il a rejeté le maurassisme. Il est royaliste non maurassien. Je termine avec Marcel Julien. Marcel Julien, après la guerre, il entra dans le monde de l'édition. Il a eu des postes importants à Plon, à Julliard. C'est lui qui édita les Mémoires d'espoir du général de Gaulle. C'est lui qui édita les Mémoires du comte de Paris. Il fut aussi scénariste et dialoguiste au cinéma. C'est lui qui écrivit la plus grande partie du scénario de La Grande Vadrouille, du Cornio, de La Folie des Grandeurs. Il fut président d'Antenne 2 en 1975, 76 et 77. Et il participa au rassemblement royaliste des Baux, et notamment à celui de 2002, là où il eut l'immense joie d'accueillir le prince Jean, l'actuel comte de Paris, scellant ainsi les retrouvailles entre l'Action française et la famille royale. À cette occasion, les royalistes de toutes les tendances et de toutes les générations s'étaient retrouvés. Ce fut un des grands moments de joie de Julien, qui décéda 2 ans plus tard. Bon, on va s'arrêter là. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que l'action des royalistes à la résistance fut important, que cet apport fut multiple? Bon, il faut remarquer qu'il n'y eut pas de réseau royaliste, uniquement royaliste, et que les royalistes n'eurent aucun mal à accepter de travailler avec d'anciens adversaires politiques, même avec des communistes.
Mais en tout cas, la logique des royalistes et des nationalistes les portait à refuser la défaite. Comme l'a dit Biaggi, Jean-Baptiste Biaggi, la résistance était un réflexe patriotique. L'école politique qui enseignait le patriotisme, au plus haut degré, c'était l'Action française. Voilà. Donc aujourd'hui, dans un monde qui est de plus en plus dangereux, la France a besoin de patriotisme. La France a besoin des royalistes. Et surtout, la France a besoin d'un roi. Bon, je vous remercie de votre écoute.